Donc encore une fois, on est super heureux de ce qu'on a fait ici, parce que, enfin moi je suis super heureux parce que c'est comme vraiment une découverte de la lexicographie des réseaux lexicaux. Tout ce qu'on voit, le tissage des liens de fonctions lexicales, tout ça c'était prévu parce qu'en travaillant sur des dictionnaires dans cette approche, dans ma tête j'avais ça, je savais que c'était ça, j'avais fait des expérimentations, même comme je programme un peu, ben plus maintenant parce que j'ai pas le temps, mais bon, j'avais programmé des compilations de bases sans texte sous forme de graphes, parce que je savais que c'était ça que j'avais dans la tête et que je voulais avoir. Donc en fait, on s'est juste donné les moyens de faire ce truc qui était anticipé. Mais les liens de copolysémie, même si j'avais conceptualisé la copolysémie, dans le manuel de lexicologie, quand j'avais parlé de la polysémie, la première édition, je pense elle est de 2003, c'était bien avant qu'on implémente ce machin-là, et j'avais pensé à la copolysémie comme relation véritable, donc la polysémie. Mais vraiment, c'est arrivé d'un seul coup comme un éclair, de dire, mais en fait, il faut qu'on tisse ces liens, et ça change tout, en fait, au niveau de la structure du lexique. Donc c'était vraiment, on était super heureux, et on s'est mis à dire, bon, il faut qu'on les tisse au maximum, et on a découvert plein de choses en le faisant. On a découvert plein de choses au niveau même de comment on doit définir les généralisations qu'on peut extraire. Mais pour ça, il faut que... y a un terme que j'aime bien, Melchuk il a horreur de ce terme-là parce que c'est un peu philosophique, mais c'est un terme, je pense, vraiment important, c'est le terme de réification, réifier. Donc ça veut dire réifier quelque chose, en fait, c'est lui donner une existence par sa représentation. Donc en faire une. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réifie la polysémie. On le fait exister en tant qu'objet à l'intérieur, on la fait exister en tant qu'objet à l'intérieur du modèle, alors qu'elle n'est pas vraiment réifiée dans les dictionnaires. Ça vous va? Donc là, c'est un extrait, c'est une figure qui vient de l'article qui a été publié maintenant il y a un peu longtemps sur la polysémie, donc un article en anglais. Il y avait une liste qui a un peu évolué, qui n'a pas complètement évolué, mais je veux juste rapidement donc vous dire qu'on a fonctionné de façon inductive pour les liens de copolysémie. Parce que moi, j'aime bien fonctionner de façon inductive. Je pense que la théorisation doit partir de l'observation des faits. J'aime pas trop les théoriciens là, qui, pour des sciences comme la linguistique, peut-être il y a des sciences différentes où on peut... Ça jaillit comme ça, mais c'est un autre type de science. C'est pas une science déjà qui a une forte composante descriptive, etc., parce que les entités sont des entités tout à fait immanentes, comme en mathématiques pures, par exemple. Bon. Mais en linguistique, on a quand même les données linguistiques qui sont la manifestation de la langue, et c'est ça qu'on observe. Okay ? Et donc, on a décidé, oui, très bien, c'est excitant. On sait que dans la polysémie, il y a des liens de métaphore, de métonymie, mais on va y aller mollo. Dans l'éditeur, on va prévoir certains liens parce qu'on sait qu'ils existent, on sait que l'extension de sens existe, on sait que la métonymie, métaphore existe, mais déjà, il y a plusieurs types de métaphores. Et on va commencer à tisser tous ces liens, et au fur et à mesure qu'on en rencontre de nouveaux, eh ben, on va les stocker comme des types de liens dans la base pour pouvoir faire les encodages, et on arrivera à un ensemble de liens de copolysémie qui n'est pas figé, qui n'est pas finalisé. Déjà l'autre fois, par exemple, en regardant ça, j'ai vu qu'il y a véritablement une erreur. Ce terme de conversion est très problématique parce qu'en fait, bon, je commence par le premier. Il y a des erreurs dans la base parce que le terme était mal choisi, il peut référer à deux choses et les lexicographes l'ont utilisé pour deux choses différentes. Au début, quand on a pensé à conversion, c'était à cause des conversifs. Il y a dans un vocable des acceptions qui peuvent être des conversifs, fonction lexicale conv. Donc par exemple, I don't know, Alsatian wine hurts my stomach.
Donc le vin d'Alsace me fait mal à l'estomac. Donc X hurts Y. I hurt in my stomach because of this Alsatian wine. My stomach hurts because of this. Ça, c'est des acceptions différentes. Il faut dire que c'est des acceptions différentes parce que le sujet syntaxique du verbe change. Ce qui change vraiment l'acception. On ne peut pas dire... Quand c'est de la conversion sur les compléments, on va dire que c'est une différence de régime syntaxique. Mais là, on va voir des... Donc, my stomach hurts because of that wine. Wine hurts my stomach. C'est deux acceptions du verbe to hurt et qui sont des conversifs. Donc, ils sont liés par des liens de fonction lexicale de conversivité. Et donc, on avait appelé ça conversion. Mais c'est très dangereux parce qu'en morphologie, conversion, c'est aussi un terme pour un type de dérivation, la conversion. To run, a run. C'est ce qu'on appelle en morphologie de la conversion. Et des fois, on a des acceptions qui sont en relation de conversion comme ça, parce que vous pourriez avoir un vocable où vous avez décidé, par exemple, d'insérer un adjectif, la description d'un adjectif, à l'intérieur d'un vocable nominal. Donc vous avez ça par exemple, ou l'inverse, une acception nominale dans un vocable adjectival. Avec les adjectifs de couleur, vous avez ça. Puisqu'on peut dériver assez régulièrement un nom de couleur à partir d'un adjectif de couleur. Et c'est intéressant, notamment avec les couleurs métaphoriques. Donc vous avez l'adjectif rouge, et vous pouvez dire « ce rouge est absolument magnifique ». C'est très très régulier. Alors on peut décider d'avoir un vocable adjectival, un vocable nominal. Ça n'empêche pas d'avoir un vocable nominal rouge, pour dire un rouge pour un communiste par exemple. Mais un rouge pour un communiste, bon ça s'emploie plus beaucoup parce que Cold War is finished, mais bon, vous aviez même un film américain qui s'appelait Reds, sur les communistes américains, je pense avec Warren Beatty, etc. Donc là, on pourrait décider d'avoir un vocable nominal rouge à partir de ça, un rouge. Mais ce rouge est très beau, ce bleu est très beau, ce vert est très beau, prenez n'importe quel nom de couleur, vous pouvez avoir adjectif de couleur, ce nom. Donc des fois, c'est intéressant de mettre le nom dans le vocable adjectival. Et ce vocable, c'est une conversion adjectivale, nominale de l'adjectif. Donc c'est conversion dans un autre sens. C'est le changement de partie du discours avec le même sens. C'est ça qu'on appelle de la conversion morphologique. Donc c'est un type de dérivation. Et donc ce terme est mauvais, et du coup, le lien de conversion a été utilisé pour deux types de choses différentes. Donc c'était une erreur, on n'a pas encore, parce que c'est un peu un chantier dans lequel il va falloir rentrer, mais il va falloir trouver deux termes différents, et il va falloir prendre tous les liens de conversion qui ont été encodés, heureusement il n'y en a pas beaucoup, et puis décider à chaque fois c'est quoi qui est quoi. Donc, mais en gros, si on regarde les choses qu'on connaît, donc ce qui est intéressant, c'est que pour un lien donné, on lui associe un poids, et un poids sémantique. Ça veut dire que si vous avez une unité lexicale qui dénote quelque chose, et une autre acception qui dénote donc autre chose, et qui en est une extension, on va dire que quand même, il y a un certain poids sémantique entre les deux. Cette relation de polysémie implique un poids sémantique. Donc par exemple, vous avez jambe d'un être humain et leg of a person, leg of an animal, c'est comme une extension, et on va considérer que le lien sémantique entre les deux est assez fort. C'est important pour l'analyse de la topologie du réseau lexical. Ça veut dire que si j'ai tissé ce lien d'extension entre deux acceptions, ils sont sémantiquement proches. Donc je veux que statistiquement le poids, si je fais générer des espaces sémantiques, je veux qu'il soit parcouru ce lien, parce que sémantiquement ils sont proches. Lexicaux, où je me fous du poids sémantique, non. Et vous voyez par exemple qu'un lien result ou un lien de spécialisation, ça ce sera un poids
sémantique très fort. Et la métaphore, donc, c'est considéré comme non cohésif, c'est-à-dire ça a un poids nul. Si on a une vraie métaphore, au niveau de la dénotation, le lien sémantique n'est pas vraiment important. Donc, un truc justement comme on verra un requin qui dénote un poisson et requin qui dénote une personne qui a un certain comportement. Évidemment, c'est une métaphore. Mais au niveau de la dénotation et donc des référents possibles, on considère que c'est non cohésif. Donc, ils sont identifiés par leur nom. Des fois, il y a des sous-types, je ne viens pas là-dessus. Et aussi par le fait, est-ce que ça correspond à une vraie dérivation ? Ça veut dire, est-ce qu'on va dire, ah oui, ils sont connectés dans le réseau et mon modèle me dit que, en fait, ce copolysème, il vient de celui-là. Donc, dans la plupart des cas, c'est le cas. Si je dis ça, c'est une extension de ça, ça veut dire, en un sens, il est dérivé par copolysémie. Ou même si c'est une métaphore, je veux dire, oui, il est dérivé par métaphore. Ça veut dire qu'au niveau de la définition, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'explique ce lien-là. Mais on a certains liens où ce n'est pas le cas. Par exemple, on a un lien qu'on appelle la grammaticalisation. C'est une acception qu'on va dire, elle provient d'une autre unité lexicale, mais comme le sens est purement grammatical, dans la définition, il n'y a pas à chercher de rapport entre les deux unités lexicales. Donc, par exemple, le vocable, typiquement le vocable avoir, bon, avoir, son unité lexicale de base, ça va être vraisemblablement avoir qui veut dire posséder, mais avoir qui a un auxiliaire, bon, on va le mettre dans le même vocable, mais c'est comme une espèce de métaphorisation grammaticale, et il n'a pas de définition même, au sens paraphrastique et tout. Donc, ce lien qu'on a, on ne va pas dire qu'il est dérivé du premier sur une notion sémantique, il est juste là. Comme des fois aussi, on a un vocable, par exemple verbal, un vocable nominal, lui, c'est le S0 de ce verbe, et puis on en a un autre, mais pour X raisons, c'est très bizarre de dire que lui, il est dérivé en copolysémie du nom. Il est dérivé parce qu'il se trouve que le verbe lui-même avait un sens métaphorique ou n'importe quoi, mais jamais on va connecter les deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la codérivation. Et ils sont là, mais... Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ça, codérivation ? Je suis en train de regarder, est-ce que... je pourrais les ressortir, mais à partir de l'éditeur, là, je ne peux pas les ressortir. Je peux pas mais il y a des exemples dans l'article. Donc mon article est téléchargeable, ça a été publié, je pense, en une revue en ligne. J'ai peut-être même donné l'URL dans le... Je crois que c'était publié en Corée, ou dans Russian Journal of Linguistics, ou du temps où je publiais encore à Moscou, et, ou bien... ouais, je pense que lui, il a été publié dans Russian Journal of Linguistics, et il est en ligne. Et donc pour je passe en revue chacune de ces choses-là, et je donne un exemple. Donc là, je n'ai pas un exemple qui me vient. Mais c'est très très bizarre, parce que des fois, si on prend par exemple, un exemple où ce ne sera pas de la codérivation, c'est facile à trouver. Par exemple, voilà, prenez dégoûté. Il était dégoûté par ce plat de pâtes avec un cafard qui se baladait à l'intérieur. Okay ? Il était dégoûté par la politique. Donc, le nom ou le verbe dégoûter, ce plat me dégoûte, et donc mon dégoût vis-à-vis de ce plat, mon dégoût vis-à-vis de la politique, ça, ils sont en relation de dérivation qu'on a considéré comme étant maintenant une sorte d'extension de sens. Maintenant, prenons les deux adjectifs. Dégoûter, quelqu'un qui est dégoûté en voyant un plat, et quelqu'un qui est dégoûté à cause de la politique. On a deux choix. On peut dire que lui, il est dérivé du premier, c'est une extension. Mais je pense que quand on considère ça, ça semble plus logique de dire qu'en fait, l'adjectif dégoûté, le deuxième, il est juste dérivé du verbe dégoûter et de dégoût. Et donc, ils sont ensemble dans le même vocable, ces deux dégoûtés, par codérivation. Cet adjectif participial, en fait, sa raison d'être, c'est d'être dérivé de dégoûter numéro 2, le verbe.
Et le premier, sa raison d'être, c'est d'être une dérivation morphologique et sémantique de dégoûter le premier sens. Donc ces deux adjectifs se retrouvent ensemble dans le vocable adjectival dégoûté, mais pas, on ne va pas dire parce que lui, il est dérivé du premier, mais parce qu'ils sont chacun co-dérivés d'une acception d'un même vocable, où là, on trouve la dérivation. Je ne sais pas si c'est un peu... C'est moyennement clair. Je suis conscient de ça. Donc vous avez, si on prend par exemple le verbe, vous avez dégoûté. Donc le verbe dégoûter 1, donc ce plat de pâtes me dégoûte. Et puis vous avez le verbe dégoûter 2. Et là, on a une relation d'extension de sens, okay, de copolysémie. Et puis lui, c'est un verbe et c'est X dégoûte Y. Et clairement, il a un A2 qui est l'adjectif dégoûté. Ah, maintenant je me souviens, je peux écrire sur cette patinoire. Donc cet adjectif, c'est clair, c'est un adjectif participial. Et il se trouve que lui, il a aussi dérivé en A2, il dérive en A2 cet adjectif participial. Donc on a le choix ici. On peut dire que lui, c'est une extension de celui-là, ou on peut dire que lui, il est lié à celui-là dans le vocable dégoûté par une codérivation. OK ? Et je pense que, je ne sais pas si c'est ce qui a été fait, de toute façon, j'ai changé le verbe dégoûter avec la numérotation, mais j'ai oublié de changer la numérotation de l'adjectif. Et donc, mais par exemple ici, je préférerais dire qu'ils sont liés par une codérivation. Parce que ce qui compte, c'est que lui, c'est vraiment un dérivé morphologique. L'adjectif participial, ça arrive souvent comme ça. C'est plus normal de dire, lui, il existe parce qu'il est dérivé morphologiquement du verbe. Et puis on les met ensemble parce qu'ils sont tous les deux sous le vocable verbal dans une relation d'extension de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a décidé dans ce cas-là, des fois c'est pas le cas. Des fois, par exemple, on a un nom, etc. En fait, ils sont tellement chargés sémantiquement, ça ne nous gêne pas de dire que lui, c'est une extension de celui-là. Si vous prenez le nom rêveur, par exemple, rêveur, la personne qui rêve, ou rêveur, quelqu'un qui tend à Donc on a envie de les mettre ensemble, okay, de dire qu'il y en a un qui est dérivé de l'autre, parce qu'ils sont tellement riches, et on va les définir l'un par rapport à l'autre. Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, c'est que dire qu'on a cette relation de copolysémie, c'est dire, eh ben moi, si je te les définis, si je te fais une définition, elle doit rendre compte de cette relation-là. Donc là, ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas définir lui en fonction de lui. La définition de l'adjectif dégoûté 2 ne fera pas référence à dégoûté 1. Ce sera complètement construit sur le verbe dégoûté 2. Mais si j'avais dit ici que c'est une extension, ça veut dire que quand je crie la définition, je vais le définir par rapport au premier. Et ça, c'est fondamental. Donc tout revient à la définition. Donc votre modèle de la structure polysémique d'un vocable, en fait, il peut avoir l'air logique, mais c'est au moment où vous aurez fait la définition de chaque unité lexicale qu'on va dire, bon maintenant, est-ce que c'est correct ? Parce que là, tu as dit que c'est une métaphore, mais est-ce que ta définition a une composante métaphorique qui explique la métaphore ? Et là, tu as dit que c'était une dérivation, que c'était une extension. Est-ce que ta définition permet de voir une extension ou elle ne fait que une référence à ça ? OK ? Donc, justement, j'insiste dans l'article sur la copolysémie, sur le fait que tout est définition. C'est pourquoi c'est super important, et les séances qui s'en viennent sur la définition, c'est super important d'acquérir la technique, enfin la théorie et la pratique de la définition lexicographique. D'être capable, confronté à une unité lexicale, d'improviser une définition. Elle n'a pas besoin d'être 100% correcte, mais elle est valide déjà, c'est une bonne hypothèse,
Parce qu'après, si on veut parler de la polysémie, donc en tant qu'enseignant, on ne va pas consulter une ressource quand on parle et tout. Ben, on a deux acceptions clairement d'un vocable. Pour en parler, si je veux parler du lien de polysémie, je dois dans ma tête, à une vitesse, là, en un quart de seconde, pour chaque acception, faire une hypothèse de définition et parler de la polysémie en fonction de mon hypothèse de définition. Ne jamais parler de la polysémie, de la relation de copolysémie, sans avoir une hypothèse sur les définitions. Donc, la définition, c'est la clé de tout. Et la structure actentielle qu'on a vue avec les prédicats, quasi-prédicats, c'est la clé pour faire une définition. Donc tout se tient vraiment. Bon, évidemment, c'est bon, on a encore 10 minutes avant le thé. Oui, alors c'est encore mieux. Donc les questions, n'hésitez pas. Il y a genre, donc la partie du corps de l'être humain et genre comme genre de cheval. Oui. Si les deux sont sémantiquement proches, pourquoi on a mis le poids qu'on use là-bas? Si c'est un type d'extension, pourquoi le weight c'est use? Ok, ben ça va justement. Le problème, c'est que c'est un poids qu'on associe à la relation et que ça doit valoir pour toutes les instances d'utilisation de cette relation. Alors dans le cas de la jambe d'un être humain et dans la jambe d'animal, je suis d'accord que j'aurais aimé que ça ait un peu plus de poids. Mais il y a beaucoup de cas d'extension où en fait... Donc s'agit-il de la fréquence d'utilisation? Non, parce qu'en fait je ne connais pas la fréquence. Mais déjà par exemple, conduire sa voiture et la voiture d'un train, les deux c'est des sortes de véhicules, mais on voit que ça commence à être... Donc on a mis un poids tel que ça va valoir pour tous les cas de figure. OK ? Et des fois, je suis d'accord, en fait, ils sont plus proches, mais c'est ça la beauté de faire un réseau lexical. Parce que comme c'est un réseau lexical, évidemment, on voudrait que ce soit plus proche, mais la topologie du réseau lexical va les rapprocher quand même. Parce que, par exemple, ils vont tous les deux avoir le même générique, partie du corps. Et ça, c'est comme votre réseau Facebook sur lequel vous êtes. Bien sûr, on aurait voulu qu'ils soient plus proches à cause de ça, mais comme ils ont tous les deux parties du corps, dans la géométrie du lexique, donc ça va se compenser. Donc c'est la beauté de ça, c'est que s'il manque un lien, ou si le lien, on aurait voulu que dans ce contexte-là, il prenne une importance plus grande, c'est pas grave. Si votre description lexicographique a été bien faite, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, on a choisi, parce qu'on a vu beaucoup de cas d'extension où ce n'était pas si proche que ça. Ce n'est pas de la métaphore, c'est pas de la nanana. Et puis là, je ne veux pas dire que c'est une spécialisation. Je ne veux pas définir la jambe du cheval en disant que c'est la partie du corps du cheval. En fait, c'est la jambe au sens 1, mais pour un animal cheval. La jambe du cheval, ce n'est pas la jambe d'un être humain, parce que quand on a une spécialisation, il faut que tout ce qu'on dit pour le premier sens vaille pour le deuxième. Et tout ce qu'on va dire pour la jambe du corps humain ne marche pas pour la jambe du cheval. Donc oui, super, vous avez raison à 100%. C'est plus proche, mais juste, par exemple, dans ce cas-là et dans d'autres cas. Mais il y a des cas où l'extension, c'est de l'extension, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus loin. Et il faut penser en termes de réseau lexical. Ils vont se retrouver très proches, parce que les deux étant des éléments du corps, ne serait-ce que déjà à cause de la fonction lexicale génère, ça va automatiquement, parce que génère, l'élément du corps génère qui va être donc un générique pour jambe du cheval, jambe de l'être humain, il est le générique pour des tas de noms d'éléments du corps, et donc ils vont se retrouver dans le même agrégat, dans le même cluster, à cause de génère de toute façon. Et donc plus rapproché que d'autres cas où ce ne sera pas comme ça. Je cherche, là en parlant, je cherchais un cas d'extension qui aurait été mieux que voiture, parce que déjà les deux ont le même générique véhicule, donc ils sont rapprochés, mais on les perçoit un peu plus loin, mais ils vont quand même se retrouver proches. Mais il y a vraiment des cas d'extension où il n'y a pas de générique identique, par exemple, et donc c'est pas si fort nécessairement l'extension.
Mais le fait de dire que c'est medium, ça veut dire que quand on va demander un espace sémantique, il va le parcourir. Si on avait dit que c'était non cohesive, il ne le parcourrait pas. Donc là, il va le parcourir. Parce qu'en fait, juste pour vous donner un peu plus de hints sur mathématiquement comment ça se passe, l'algorithme donc, qui a été développé par Bruno Gaume, il appelle ça, c'est une adaptation pour le lexique de quelque chose qu'on appelle les random walks, donc les balades aléatoires. Donc comment on fait? On part d'un nœud, et puis on a un algorithme qui va se balader aléatoirement, et il va calculer la probabilité sur un parcours, mettons, de 5 ou de 6, la probabilité, en partant et en allant à ce nœud-là, de revenir à son point de départ. Alors, des fois, il se perd, et des fois, il revient. Et donc, il calcule la probabilité de... Et s'il voit qu'il y a une probabilité forte en partant de là, avec un parcours de 5, il y a une probabilité plus forte que la probabilité purement aléatoire de revenir ici, ça veut dire qu'il y a un cluster. OK. Donc, quand on fait cette analyse topologique, en fait, l'algorithme, il rentre dans un nœud et puis il fait les balades aléatoires. Et en fonction du résultat, il calcule, en fait, si on a un cluster à cause de ça. Et donc, vous voyez, la présence d'un générique, par exemple, fait qu'avec un parcours assez court, on va vite... on a une haute probabilité de revenir au point de départ. OK. Donc, je pars de jambes de cheval à jambes d'une personne, mais là on voit que jambes d'une personne c'est directement connecté par génère à partie du corps, et je vais pouvoir revenir à jambes de cheval parce que lui aussi il est directement connecté à partie du corps. Donc c'est ça la beauté. En un sens c'est tout simple, vous comprenez, c'est quelque chose. Mais en même temps il y a des bonnes stats qui tournent derrière, et donc on a ce rapprochement. Le thé n'est pas encore là, il y a la place pour une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça change tout quand on pense en termes de réseau lexical. Ça change vraiment tout. Parce que dans l'article, dans la bibliographie, donc c'est moi l'auteur, Paul Guerre, et c'est sur la polysémie, un article en anglais sur la polysémie. J'ai dû le mettre, non? 2018, c'est ça? Oui, ça doit être 2018. To Copolysémie Relations. Donc, si je n'ai pas mis l'URL, si vous tapez le titre, vous le trouverez. Il est là. Et donc, oui, parce que moi, j'essaye au maximum de publier sur des choses qui sont en accès libre. De toute façon, je les mets toujours, mes publications sur HAL en même temps, dans la version auteur. Mais donc, Russian Journal of Linguistics, c'est un très bon journal et il est en accès libre. Le journal coréen, où on a publié notre article sur les définitions avec Melchuk. Donc en fait, je cherche en général des vecteurs de publication libres, puisqu'il y en a de plus en plus de très bonne qualité. Okay. Mais ce n'est pas toujours possible. Hein, parce que moi, j'écris pour être lu. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'écrire. Par exemple, les chapitres de livres, c'est bien sympa, mais le problème, et j'en ai beaucoup des chapitres de livres, c'est que c'est en général inaccessible. Parce que c'est en général donc, un bouquin qui coûte cher chez un éditeur, il n'y a pas d'accès libre, donc c'est toujours très dommage. Arrive. Il arrive, donc parce que là, on est là, donc retour à la séance 8. Et la séance 8, pourquoi? J'ai mal programmé mon truc? Ça devait me ramener à la première... Ah, non. Donc, c'est le bon moment de prendre la pause. Et en 1 heure, j'ai le temps de faire tout ce qui est prévu là. Et ce qu'on ne fait pas, en un sens, c'est pas grave, parce que c'est optionnel. C'est que aujourd'hui, il est venu, il a posé, et puis il est parti, et on ne savait pas. Donc maintenant, on va s'en servir bien là. Ah, ok, mais si c'est un peu froid, c'est pas grave. Hein. Souvent, on boit trop chaud. Et du coup, on goûte moins bien ce qu'on boit.
Donc bon, je vais juste annoncer les menus. Donc j'avais prévu justement, on a déjà amorcé le sujet de parler des écarts et donc quelles ressources existent pour que on étudie et on travaille sur les écarts polysémiques. Puisqu'on a vu par exemple dans le cas de jambes qu'il y a des écarts polysémiques et comment on peut travailler là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire à ce propos. Voilà, ça fait 1h30 qu'on mouline, peut-être que ce serait vraiment le bon moment. J'hésite à me lancer. Mais encore une fois, s'il y a une question, même tout à fait ponctuelle sur un fait de langue qui vous... Bon, alors on fait la pause. Thank you. Et les autres, si vous voulez, on peut... Ah, il n'y a pas de thé pour tout le monde? Si. Okay, déjà, je me sens indûment privilégié d'avoir une tasse en porcelaine. Donc, Ok, donc on prend la pause, ce qui veut dire que je remets la première page.